Ce qui se joue actuellement au Cameroun n'est plus un simple épisode de communication. C'est une rupture, un basculement silencieux mais profond qui traverse les ondes, fissure les codes du pouvoir et expose un régime à nu. Quand l'ordre établi commence à trembler sur ses propres fondations, l'histoire accélère sans prévenir. Depuis plusieurs jours, un signal inédit s'est imposé. Un signal que seuls les régimes sous tension émettent. Pour la première fois, une autorité longtemps réputée pour son opacité a rompu avec sa tradition la plus sacrée. Ce geste, en apparence administratif, agit comme une décharge électrique dans un système bâti sur l'attente, le secret et la surprise. Le chaos médiatique qui en découle n'est pas un accident. Il est le symptôme d'un pouvoir qui n'avance plus avec certitude. Dans ce climat, la démocratie menacée cesse d'être un slogan pour devenir une réalité mesurable. Les mots changent. Les rituels se brisent et le temps politique se contracte dangereusement. Chaque annonce pèse plus lourd que la précédente. Chaque silence devient suspect. Et pendant que le sommet tente de reprendre le contrôle du récit, une autre dynamique s'impose, plus implacable encore. Restez ici. Abonnez-vous. Ce qui suit n'est pas un commentaire, mais une lecture froide d'un moment critique. Car derrière ce chaos apparent se cache un message précis. Un message qui n'était pas destiné au public et qui annonce bien plus qu'un simple changement de calendrier. Le chaos observé sur les ondes camerounaises ne relève ni du hasard ni de l'excès médiatique. Il s'inscrit dans une séquence précise, identifiable, presque mécanique. Dans les systèmes politiques anciens solidifiés par le temps, et la répétition des mêmes gestes, le désordre informationnel n'apparaît jamais sans cause. Il surgit lorsque le centre de gravité du pouvoir se déplace, lorsque les routines se fissurent, lorsque les certitudes internes commencent à vaciller. Depuis des décennies, le fonctionnement du pouvoir reposait sur une grammaire immuable, silence, prolongé, annonce tardive, décision, révélée sans préavis. Cette temporalité n'était pas un détail logistique, mais une arme politique. Elle permettait de surprendre, de désorienter, de maintenir l'ensemble de l'appareil d'État dans une attente permanente. Or, ce mécanisme vient d'être rompu. Et c'est précisément cette rupture qui a provoqué l'onde de choc. L'annonce anticipée d'une future formation gouvernementale en apparence anodine constitue en réalité une anomalie institutionnelle majeure. Dans un régime où la surprise faisait office de doctrine parlée à l'avance, revient à reconnaître une contrainte nouvelle, celle de devoir préparer, rassurer, encadrer. C'est pas un signe de maîtrise, mais un aveu implicite d'instabilité. Le pouvoir, pour la première fois, agit comme s'il devait se justifier avant même d'agir. C'est ici que le chaos médiatique prend tout son sens. Les commentaires contradictoires, les analyses fébriles, les interprétations multiples ne sont pas la cause du désordre. Ils en sont la conséquence directe. Lorsque le sommet envoie un signal inhabituel, tout l'édifice interprétatif s'emballe. Les cercles politiques, administratifs et diplomatiques comprennent qu'un seuil vient d'être franchi. Et lorsque ces cercles s'agitent, l'espace médiatique devient le miroir amplificateur de leurs inquiétudes. Ce moment marque ce que l'on peut appeler un signal interdit. Dans les régimes durables, certains gestes ne sont tout simplement jamais posés car ils révèlent trop. Annoncer à l'avance, c'est admettre que le temps n'est plus infini. C'est reconnaître que la décision ne peut plus rester suspendue dans l'ombre. C'est surtout indiquer que le contrôle absolu du calendrier politique commence à échapper à ceux qui l'exercent sans partage. Cette rupture n'est pas tournée vers l'opinion publique. Elle vise un autre public plus restreint, mais infiniment plus décisif, les élites internes, les réseaux de pouvoir, les détenteurs effectifs de l'appareil administratif et sécuritaire. Le message est clair, même s'il n'est jamais formulé explicitement, une recomposition est en préparation.
et elle doit être acceptée avant d'être imposée. Or, lorsqu'un pouvoir cherche l'acceptation en amont, c'est qu'il ne peut plus se contenter de l'obéissance automatique. Dans ce contexte, le chaos sur les ondes agit comme une caisse de résonance. Il mettait en lumière la fragilité d'un système qui jusque-là se présentait comme immuable. Les mots deviennent hésitants, les gestes moins assurés, les symboles plus lourds de sens. Chaque déclaration est disséquée, chaque silence interprété, chaque détail scruté. Le pouvoir entre dans une zone où la moindre variation devient significative. Cette séquence révèle une vérité fondamentale. La démocratie menacée ne s'effondre pas toujours dans le fracas. Elle se délite souvent dans des glissements imperceptibles, des ruptures de méthode, des changements de ton. Ce n'est pas la contestation qui affaiblit d'abord un régime, mais la perte de ses propres repères. Et lorsque ces repères se brouillent, le système tout entier commence à produire du bruit comme un mécanisme mal huilé. Ce chaos n'est donc pas un accident de parcours. Il est le premier symptôme visible d'un déséquilibre plus profond, d'une tension interne qui ne peut plus rester confinée au cercle fermé du pouvoir. Il annonce une phase nouvelle, plus instable, plus imprévisible, où chaque décision engage bien plus que son apparence immédiate. Mais ce signal n'était pas destiné au peuple. Il s'adressait à ceux qui, au sommet, savent reconnaître les signes avant-coureurs. Et ce qu'ils ont compris à ce moment précis change déjà la suite de l'histoire. Après le choc initial, une autre dynamique s'est imposée. Plus sourde, plus inquiétant. Là où l'on aurait pu attendre une réaction frontale, c'est le silence qui s'est installé. Un silence épais, presque méthodique, révélateur d'un rapport de force profondément asymétrique. Dans les régimes anciens, la parole collective ne disparaît jamais par hasard. Elle se retire lorsque le coût de l'expression devient supérieur à celui de la soumission apparente. Ce mutisme n'est pas l'absence d'opinion. Il est le produit d'un apprentissage politique long, répété, intériorisé. Au fil des années, les mécanismes de dissuasion ont façonné une société où l'expression publique s'est réduite à l'essentiel, puis à l'inoffensif. La réaction au chaos sur les ondes n'a donc pas pris la forme d'une contestation massive, mais d'un repli prudent. Et ce repli est précisément ce qui permet au pouvoir de mesurer jusqu'où il peut aller. Dans cette configuration, le silence devient une donnée stratégique. Il est interprété au sommet non comme une inquiétude, mais comme une permission tacite. Lorsque les signaux de rupture ne rencontrent pas de résistance immédiate, ils sont perçus comme validés. Le pouvoir commence alors à croire que l'espace de manœuvre s'est élargi. Ce n'est pas la force qui l'encourage, mais l'absence de contradiction visible. C'est ainsi que la démocratie menacée progresse, non pas par un coup de force spectaculaire, mais par une série de renoncements discrets. Chaque anomalie acceptée prépare la suivante. Chaque rupture de méthode non contestée devient une nouvelle norme. Le langage institutionnel s'éloigne peu à peu de ses repères initiaux et ce glissement passe inaperçu parce qu'il est progressif. Pourtant, il est implacable. Le pouvoir, de son côté, observe attentivement. Il teste, il ajuste, il affine. Les mots employés deviennent plus audacieux, les annonces plus directes, les signaux plus assumés. Cette évolution n'est pas improvisée. Elle repose sur une lecture précise des réactions, ou plutôt de leur absence. Là où le silence domine la crainte s'installe durablement, et avec elle l'idée que tout est désormais possible. Cette mécanique transforme la peur en méthode de gouvernement. Non pas une peur spectaculaire, visible, violente, mais une peur diffuse, rationnelle, intégrée au quotidien. Elle ne paralyse pas seulement l'action, elle neutralise l'imaginaire politique. Elle empêche de concevoir une alternative crédible, de penser un futur différent. Et lorsqu'une société cesse d'imaginer autre chose, le pouvoir n'a même plus besoin de se justifier. Dans ce contexte, la rupture avec la tradition prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus seulement un signal interne,
Elle devient un test grandeur nature. Jusqu'où peut-on aller sans provoquer de réaction? Jusqu'à quel point peut-on modifier les règles sans susciter de rejet? Chaque étape franchie sans résistance renforce la conviction que le rapport de force est définitivement acquis. Mais cette certitude est trompeuse, car le silence n'est jamais une garantie de stabilité. Il est souvent le prélude à des ruptures plus brutales. Lorsqu'il dure trop longtemps, il accumule des tensions invisibles, des frustrations contenues des colères différées. Le pouvoir, en s'habituant à l'absence de réaction, finit par perdre la capacité de mesurer le seuil réel de tolérance sociale. C'est ici que la situation devient dangereuse. Non pas parce que la contestation serait imminente, mais parce que le système entre dans une zone d'aveuglement. En interprétant le silence comme une adhésion, il construit ses décisions sur une lecture faussée de la réalité. Et plus cette lecture s'éloigne du terrain, plus les choix deviennent risqués. Le chaos sur les ondes loin de s'apaiser s'inscrit alors dans une trajectoire plus large. Il devient l'écho d'un déséquilibre profond entre un pouvoir convaincu de sa marge de manœuvre et une société contrainte de se taire. Cette tension maintenue artificiellement ne disparaît jamais d'elle-même. Elle se transforme, elle se déplace, elle attend son moment. Et lorsque le silence s'installe durablement, il cesse d'être une protection pour devenir une menace latente. Car à force de ne rencontrer aucun obstacle, le pouvoir finit toujours par croire qu'il n'en existe plus. Lorsque le centre du pouvoir vacille et que le silence s'installe, les conséquences ne tarderont-elles jamais à descendre vers le bas. Elles quittent les palais, traversent les administrations, puis s'invitent dans la vie quotidienne. C'est à ce moment précis que la crise cesse d'être abstraite. Elle devient tangible, mesurable, vécue. Le désordre institutionnel commence alors à produire ses effets les plus corrosifs. La première fracture apparaît dans la capacité même de l'État à fonctionner normalement. Les décisions ralentissent. Les arbitrages se figent. Les responsabilités se diluent. Un pouvoir préoccupé par sa propre survie consacre moins d'énergie à la gestion collective. Les priorités se déplacent. Ce qui relevait autrefois de l'action publique devient secondaire face à l'urgence de maintenir l'équilibre interne. L'appareil d'État continue d'exister, mais il perd progressivement en efficacité, en cohérence, en lisibilité. C'est dans ce contexte que la crise énergétique prend une dimension hautement symbolique. Plus qu'un problème technique, elle agit comme le révélateur d'un épuisement général. Épuisement des infrastructures, certes, mais surtout épuisement du modèle de gouvernance. Lorsque l'énergie manque, ce n'est pas seulement l'électricité qui vacille. Ce sont les hôpitaux, les écoles, les entreprises, les foyers. Le quotidien devient instable, imprévisible, fragmenté. Et cette instabilité nourrit à son tour la défiance. La crise énergétique de Biya s'inscrit ainsi dans une logique plus large, celle d'un pouvoir qui peine à assurer ses fonctions essentielles. Elle expose une vérité que les discours ne peuvent plus masquer. Un régime peut contrôler la parole, mais il ne peut pas éternellement masquer l'effondrement des services. Lorsque les coupures deviennent récurrentes, lorsque la production stagne, lorsque les promesses se heurtent à la réalité, le récit officiel commence à se fissurer. À cette fragilité matérielle s'ajoute une dégradation politique plus profonde. La crise politique camerounaise ne se limite pas au sommet de l'État. Elle infiltre les institutions intermédiaires, fragilise les relais locaux, paralyse l'initiative. Les acteurs administratifs hésitent, attendent des signaux clairs qui ne viennent plus. L'incertitude devient la norme. Et dans cette incertitude, chacun cherche avant tout à se protéger, à éviter le faux pas, à survivre dans un système de plus en plus imprévisible. Ce climat a un coût social immense.
Le pouvoir d'achat s'érode, les perspectives se rétrécissent, la jeunesse se projette ailleurs. L'économie informelle s'étend non par choix, mais par nécessité. L'État, incapable de proposer un horizon crédible, voit sa légitimité s'éroder silencieusement. Ce n'est pas une contestation ouverte, mais une désaffection progressive. Un détachement qui affaiblit bien plus durablement qu'une opposition frontale. C'est ici que le lien entre crise institutionnelle et crise de la vie quotidienne devient évident. Lorsque les structures politiques perdent leur stabilité, ce sont toujours les citoyens qui en paient le prix. Les décisions tardent, les réformes s'enlisent, les promesses se recyclent. Et pendant ce temps, la société apprend à fonctionner sans attendre grand-chose du sommet. Cette adaptation contrainte est dangereuse car elle normalise l'échec de l'action publique. Dans ce paysage dégradé, la démocratie menacée prend une signification concrète. Elle ne se manifeste pas uniquement par des atteintes formelles aux règles, mais par l'incapacité croissante du système à répondre aux besoins élémentaires. Une démocratie qui ne protège plus, qui n'organise plus, qui n'anticipe plus, finit par perdre sa substance même si ses institutions subsistent sur le papier. Le pouvoir confronté à cette accumulation de fragilité se retrouve face à un dilemme insoluble. Renforcer le contrôle pour contenir les effets visibles de la crise ou accepter une recomposition qui mettrait en péril l'ordre établi. Chaque option comporte des risques majeurs. Chaque hésitation accentue le sentiment d'impasse. Et plus le temps passe, plus les marges de manœuvre se réduisent. Cette phase est toujours la plus instable. Celle où les signaux faibles deviennent des contraintes lourdes. Celle où les crises sectorielles se rejoignent pour former un tsuoko, un tout cohérent. Le déséquilibre énergétique, l'asphyxie administrative. La défiance sociale ne sont plus des phénomènes séparés. Ils s'alimentent mutuellement, créant une spirale difficile à enrayer. Mais toute crise prolongée finit par appeler une rupture. Et lorsque les ressources s'épuisent, cette rupture ne reste jamais abstraite. Car à partir de ce point, ce ne sont plus les discours qui déterminent la trajectoire, mais la capacité réelle du pouvoir à tenir encore. Lorsque les équilibres internes se fragilisent, le regard extérieur change de nature. Il devient plus attentif, plus froid, plus méthodique. La communauté internationale ne s'attarde pas sur les discours, mais sur les signaux. Et parmi ces signaux, les ruptures de rituels comptent davantage que les proclamations officielles. Un pouvoir qui modifie ses propres usages envoie malgré lui un message clair, le contrôle du tempo lui échappe partiellement. Dans ce contexte, l'observation extérieure ne se limite plus à l'analyse politique classique. Elle glisse vers une lecture juridique, diplomatique et stratégique. Les partenaires des institutions régionales et les acteurs internationaux évaluent quand désormais la stabilité non pas à partir des déclarations, mais à partir de la cohérence des actes. Or, lorsqu'un régime réputé immuable commence à agir dans l'urgence, la confiance se transforme en prudence puis en distance. Cette évolution est lourde de conséquences. Un pouvoir perçu comme fragilisé voit ses marges de négociation se réduire. Les soutiens deviennent conditionnels, les silences plus éloquents, les attentes plus pressantes. Le temps politique, jusque-là étiré à l'extrême, commence à se contracter. Chaque échéance prend une importance démesurée. Chaque décision est scrutée non pour ce qu'elle annonce, mais pour ce qu'elle révèle. C'est ici que s'impose la logique du compte à rebours invisible. Dans les régimes stables, le temps est un allié. Dans les régimes fragilisés, il devient un adversaire. L'annonce d'un possible changement, même implicite, accélère les calculs, aligne les intérêts, force les positionnements. Les acteurs extérieurs n'attendent plus que les choses se clarifient. Ils anticipent, ajustent, se préparent à différents scénarios. Dans cette configuration tendue, le retour d'Isachiroma acquiert une portée qui dépasse largement la sphère nationale. Il ne s'agit plus d'une simple perspective politique, mais d'un facteur de pression stratégique. Un retour annoncé
même sans calendrier précis, agit comme un point de fixation. Il polarise l'attention-structure, les attentes, et surtout, il impose une temporalité nouvelle. Le pouvoir en place n'évolue plus seul dans son propre calendrier, il doit désormais composer avec un horizon concurrent. Cette pression transforme l'ensemble du jeu politique. Les hésitations deviennent coûteuses. Les demi-mesures apparaissent comme des faiblesses. Le moindre retard alimente les spéculations, renforce les doutes, accroît la nervosité. À l'extérieur comme à l'intérieur, une même question commence à circuler de manière feutrée, mais insistante. Combien de temps encore le système peut-il tenir sans se réinventer ? Le regard international dans ces moments-là n'est jamais neutre. Il agit comme un amplificateur. Ce qui était une fragilité interne devient un paramètre global. Ce qui relevait d'un ajustement tactique se transforme en enjeu de crédibilité. Le pouvoir confronté à cette exposition accrue se retrouve pris dans un étau. Agir trop vite, c'est reconnaître la crise. Agir trop lentement, c'est la laisser s'aggraver. Et quand le tempé politique se contracte, les choix cessent d'être confortables pour devenir vitaux. Car à ce stade, chaque décision engage non seulement l'avenir du régime, mais sa survie même. À ce stade, le système n'avance plus par choix, mais par inertie. Les équilibres anciens ne tiennent que parce qu'aucune alternative n'a encore imposé son rythme. Or, lorsque le temps politique se resserre, cette illusion de continuité devient dangereuse. Le pouvoir se retrouve face à une réalité brutale, il n'a plus la maîtrise totale du calendrier, ni celle des attentes qu'il a lui-même suscitées. 3 trajectoires se dessinent alors chacune porteuse de risques majeurs. La première repose sur le durcissement. Elle vise à contenir les effets visibles de la crise par un renforcement de l'appareil de contrôle, une centralisation accrue des décisions et une réduction supplémentaire des marges de débat. Cette option peut offrir un répit momentané, mais elle aggrave les fractures profondes et accélère l'usure du système. Plus la contrainte augmente, plus le coût politique de chaque décision devient élevé. La deuxième trajectoire s'apparente à une recomposition maîtrisée. Elle suppose une redistribution calculée des équilibres internes, une tentative de réorganisation sans remise en cause fondamentale de l'architecture du pouvoir. Mais cette voie exige une cohérence, une autorité et une crédibilité que le contexte actuel rend difficile à réunir. Dans un environnement marqué par la défiance et l'incertitude, toute réforme partielle est immédiatement perçue comme insuffisante, voire suspecte. La troisième trajectoire est la plus redoutée, car la moins contrôlable. Elle correspond à une rupture imposée par l'accumulation des tensions lorsque les mécanismes de régulation cessent de fonctionner. Dans ce scénario, l'histoire n'est plus pilotée depuis le sommet. Elle s'impose. Les décisions deviennent réactives, les choix se font dans l'urgence et le pouvoir perd sa capacité d'anticipation. C'est le moment où les symboles comptent davantage que les institutions et où la perception l'emporte sur la procédure. Dans ce contexte, l'horizon d'un changement cesse d'être théorique. Il s'inscrit dans une dynamique concrète, nourrie par la contraction du temps politique et par l'épuisement des ressources de légitimation. La démocratie menacée ne se joue plus uniquement dans les textes ou les discours, mais dans la capacité du système à offrir une perspective crédible à une société sous tension. C'est ici que la figure du retour prend toute sa dimension. Issa Chiroma n'apparaît plus seulement comme une alternative politique, mais comme un facteur de déséquilibre structurel. Son retour potentiel agit comme un catalyseur. Il oblige chaque acteur à se positionner, chaque institution à réévaluer ses marges, chaque décision à être prise en tenant compte d'un futur concurrent. Le pouvoir en place n'est plus seul à définir l'horizon. À partir de ce point, l'histoire s'écrit plus vite. Les erreurs se paient immédiatement. Les hésitations deviennent des failles. Les demi-mesures nourrissent la défiance. Le système confronté à ses propres limites doit choisir entre préserver une stabilité de façade ou affronter une transformation aux contours incertains.
aucun de ces choix n'est neutre, aucun n'est sans conséquence, car l'histoire ne ralentit jamais pour prévenir.